Quand tu dois rénover des immeubles, ou bien tu dois, par exemple, utiliser le potentiel d'un immeuble déjà existant, typiquement les surélévations, c'est pas de la construction de A à Z, mais je pense que tu dois faire avec ce qui est déjà bâti. Donc, tu as une contrainte supplémentaire. Tu dis, j'habiterai jamais ici, quel endroit, c'est vraiment, c'est pourri, quoi. Et puis, tu ouvres la fenêtre, puis tu te dis, mais c'est dommage parce que cet immeuble, il est tellement bien situé, il est tellement cool. Et puis, d'un coup, tac, 9 mois après, bim, ou une année après, tu t'es mis à faire des travaux et là, t'as un immeuble extraordinaire, c'est beau, tu rentres. Un immeuble, ça continue à vivre, quoi. C'est ça qui est beau, c'est magique le fait que de vieux, il peut redevenir jeune, en fait. Tu vois, sur même un content comme le nôtre, t'as de tout, quoi. C'est un bon exemple. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. T'as du marché locatif en ville, t'as du marché dans des villages mais en plaine, des villages mais à la montagne. T'as quand même quelques grosses stations où, là, si tu connais pas un petit peu, quand tu dois sortir des incidences foncières ou sortir des prix au mètre carré, t'es réel, quoi. Tu vas, tu vois, il y a des marchés quand même assez spécifiques. Hein. Nous, dans la Vallée Romande, on a Verbier et on a Crans-Montana. Oui. Verbier est clairement au-dessus au niveau des prix, mais il y a quand même Crans-Montana. Puis Crans-Montana, moi, j'y suis allé régulièrement depuis que j'ai commencé à bosser sur Martigny. On a été amené plusieurs fois, que ce soit pour les banques, pour des investisseurs privés ou autres, à monter sur le haut plateau. Mais là-bas, c'est une station il faut quand même te mettre dedans, quoi. Je discute avec les gens de là-haut, parce que t'as tellement c'est plusieurs villages qui sont mis ensemble, et puis d'un coup, que tu vas à Randolph ou à côté du Sol, c'est le jour et la nuit. D'une nuit à l'autre, ça change complètement. Et des fois, tu discutes avec des collègues qui vont là-haut parce qu'ils ont des objets à expertiser, ils nous appellent, puis heureusement qu'ils le font, parce que eux, tu leur dis Randolph ou Lens, pour eux, c'est Crans-Montana, alors que tu vois, Lens, c'est pas une commune, donc tu vois, il y a des trucs quand même. C'est clair, c'est bon. Didier d'ailleurs, c'est quoi le point positif du brevet que tu retiens? Vous avez rencontré? C'est pour ça que j'attendais ça. Ça, c'est vrai. Bonne réponse. C'est la meilleure réponse. J'ai aucune autre réponse. Finalement, on pourrait illustrer ça en disant, est-ce que les formations, c'est pas aussi un sacré moyen de réseauter? Oui. Parce que dans notre métier, il faut aussi du réseautage. Parce qu'aujourd'hui, voilà, des fois, on s'appelle parce qu'on on est un peu timide sur des valeurs, on fait des trucs. Et franchement, les formations, surtout dans des formations comme ça, où tu as des architectes, t'as des gens qui viennent de l'immobilier, du financement, de l'expertise, de n'importe quoi. Est-ce que c'est pas ça aussi la chose? Finalement, on s'est rencontrés, on s'entend tous très bien, c'est très sympa, mais c'est aussi la formatage qu'on a. Ouais. 100%, c'est la grosse différence que je vois honnêtement entre le brevet de gérant et le brevet d'expert. C'est que dans le brevet d'expert, il y a de tout. Le gérant, c'est métier, pas seulement en passant par expertise. Dans le brevet de gérant, il y a des gérants. Oui. Et j'ai l'impression que le brevet de gérant, c'est plus une continuité logique de l'expérience professionnelle qui termine par le brevet. Pendant les gérants, c'est vraiment ça. Tu as fait tes années d'expérience, tu veux devenir responsable, tu dois passer par la case brevet pour devenir dans toutes les régies un peu importantes, c'est ça, je veux dire. Tu fais 3-4 ans assistant, tu as l'expérience, tu veux regarder, tu fais le brevet, quoi, puis tu passes à l'étape suivante. C'est un peu le passage obligé. Ce qui fait que tu as des gens qui sont peut-être moins passionnés. C'est un plan de carrière comme dans n'importe quel métier, en fait. Puis là, ça se trouve, c'est un bout de l'immobilier, mais ça pourrait être autre chose. Je veux dire, c'est vraiment juste, je fais ma carrière, mais il n'y a pas peut-être moins cette passion de l'immobilier. Exact, 100% vrai. C'est ce que je ressens. Ouais. Tu vas faire, toi, Benoît, une autre formation après ou pas? Non. Non, honnêtement, je pense, pour l'instant, pas. Je veux dire, parce qu'entre entrepreneurs, tu as déjà des journées assez longues. Non, c'est clair. Le brevet d'expert, j'ai adoré, ça m'a amené beaucoup de choses, puis des magnifiques rencontres, mais aussi niveau formation. Franchement, quand même, tu as des très bons acquis, je trouve, qui me servent dans tous les métiers de l'immobilier, pas que dans mon expertise. Tu as des acquis qui me servent dans mon métier, dans la gérance tous les jours, je veux dire aussi. Mais pour l'instant, j'ai plutôt envie de mettre de l'énergie pour développer d'autres choses que pour me former. Ouais, on va en parler d'ailleurs. Loris, ça? Moi, je suis en train de réfléchir à faire une autre formation, mais pas dans l'immobilier en l'occurrence. Ah ouais? Ouais. Sors de ça, ok. C'est en réflexion, mais
Je pense que se former, c'est quand même quelque chose qui est hyper important, surtout alors peut-être je pense que quand tu as ta propre boîte, c'est plus important de faire de l'expérience. Mais quand tu travailles comme moi dans un grand groupe, tu sais, on t'assied un peu à une chaise, puis voilà, tu t'assieds là, ce carré-là, c'est ce que tu dois faire. Ouais. Tu peux sortir un petit peu du carré, voilà, mais tu peux pas faire grand-chose, quoi. D'autres. Et puis souvent, il y a très peu de gens qui se forment, et le fait de se former, je pense, ça t'aide. Moi, je suis quelqu'un qui est pour l'interdisciplinarité. Je pense qu'il y a rien de plus enrichissant. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire par rapport au brevet, c'est que finalement, aujourd'hui, on est 4 personnes autour de cette table à avoir le brevet d'expert, mais à part Didier qui exerce vraiment en tant qu'expert, nous, on fait de l'expertise. C'est pas notre métier principal, c'est un métier. En tout cas, Benoît et moi, c'est sûr. Ouais. On fait ça. Je dirais pas occasionnellement, mais on fait ça. C'est pas le. Ouais, ça nous appuie. Ça nous appuie sur autre chose, mais c'est pas notre but. Tu fais de la gérance, moi je fais du financement immobilier. Donc finalement, aujourd'hui, je pense que la formation c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et ouais, je réfléchis à faire quelque chose. Ouais. Ok. On va en parler après. On va sortir un petit peu de l'immobilier après, mais on a encore, j'ai encore 2-3 questions pour vous. Didier, d'ailleurs, toi, tu te vois dans l'immobilier dans 20 ans encore ou pas? Je me vois dans l'immobilier dans 20 ans, mais comme une activité, plus comme une activité principale. Ce sera une activité qui sera là pour m'accompagner, pour... Tu feras des promotions à droite à gauche. Ouais, des promotions. Mais ouais, il y a aussi d'autres choses qui m'intéressent, de par aussi les différentes expériences que j'ai eues dans des domaines totalement différents. Ouais. Et puis voilà, mais à voir. Personne n'a la boule de cristal, mais... En tout cas, c'est un petit peu dans ce sens-là que je pense orienter la suite. Ok, Benoît. Oui, toujours en partie, je pense, mais plutôt dans la partie développement ou achat, rénovation, plutôt sur du marché, le marché de l'achat-revente ou de promotion. Ouais. Ah, on en avait parlé d'ailleurs. Ouais. Effectivement, enfin moi c'est un domaine qui me tient à cœur, que j'adore ça, et effectivement c'est hyper intéressant. Ça, en fait, l'achat rénovation revente, en tout cas comme je l'ai fait moi, ça s'apparente à la promotion, oui. Sauf qu'il n'y a pas la partie mise à l'enquête, architecture, enfin c'est un peu moins compliqué. La promotion pour ça, c'est moins compliqué. C'est la promotion pour ceux qui n'ont pas d'argent. Aussi, la composante financière est quand même importante aussi. C'est vrai, mais c'est aussi vrai que quand tu dois rénover des immeubles, ou bien tu dois, par exemple, utiliser le potentiel d'un immeuble déjà existant, typiquement les surélévations. Moi, je vois dans le groupe où je travaille, on a beaucoup d'immeubles, et puis des fois, il faut trouver le moyen de rentabiliser au mieux l'immeuble, puis on réfléchit à faire des surélévations et tout ça. C'est pas de la construction de A à Z, mais je pense que tu dois faire avec ce qui est déjà bâti. Donc, tu as une contrainte supplémentaire que tu dois... Il y a un côté hyper intéressant. Il y a un côté hyper intéressant. Puis quand tu rentres dans des logements qui sont vraiment... tu sais, tu te dis, j'habiterai jamais ici, quel endroit... c'est vraiment... C'est pourri, quoi. Ouais. Et puis, tu ouvres la fenêtre, puis tu te dis, mais c'est dommage, parce que cet immeuble, il est tellement bien situé, il est tellement cool. Et puis, d'un coup, tac, 9 mois après, bim, ou une année après, tu t'es mis à faire des travaux, et là, t'as un immeuble extraordinaire, c'est beau, tu rentres... Et puis, un immeuble, ça continue à vivre, quoi. C'est ça qui est beau. C'est magique, le fait que, de vieux, il peut redevenir jeune, en fait. J'aime beaucoup cette vision de l'immeuble. La rénovation, c'est le premier pas vers la promotion. C'est tant au niveau de la capacité financière. Je veux dire, si t'as pas 1 million à la banque, je veux dire, tu commences par faire ça, l'achat, rénovation, vente. Puis c'est vrai que moi, il y a un côté que j'aime beaucoup, qui est peut-être presque plus passionnant dans la promotion. C'est la capacité à déceler le potentiel d'un objet, en fait. Moi, j'ai fait ça pour mon appartement actuel, puis j'ai adoré l'expérience. C'est que tu rentres dans l'appartement, je veux dire, il a 30 ans, il a été meublé un peu comme il y a 30 ans, il y a des peintures orange, jaune, puis tu regardes les pièces, tu te dis là, je peux ouvrir, là, je peux faire ça, là, je peux faire ci, puis tu vois le potentiel. Puis après, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai un appartement qui est neuf. Puis je sais que ce que j'ai payé pour le refaire, je peux le revendre plus demain.
réellement. Parce que j'ai vu le potentiel, puis l'expérience est hyper intéressante, parce que tu as toute la question aussi de comment optimiser au maximum les contraintes que tu as, tu fais avec, puis avec ça, tu dis comment je peux faire le mieux possible. Ouais. Et je pense pour ceux qui sont passionnés de l'immobilier, c'est la première étape, c'est ça, quoi, je veux dire. 100%. Achat, rénovation, vente, puis après, une fois qu'on a plus de liquidité, plus de possibilités, peut-être partir sur de la promotion. Surtout que la promotion, c'est difficile parce qu'il faut trouver le terrain, il faut trouver énormément de choses. C'est plus accessible la rénovation. Je pense que la promotion C'est plus accessible. Vu le bâti qu'on a aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de faire de la promotion parce qu'il y a de moins en moins de disponibilité. Ou bien tu pars sur un immeuble qui est un peu mieux, puis tu dis peut-être je rase, ou je peux j'ai des réserves de densité, je peux surélever, je peux faire d'autres choses. Mais la promotion, à proprement parler, où tu as ton joli terrain, puis tu dis je vais faire mon immeuble au milieu, je pense ça c'est un peu, c'est pas fini, mais l'avenir est plutôt dans la rénovation. C'est pour ça que l'avenir. Même en Valais, ça s'implique. Oui. C'est pour ça que je pense, puis surtout si actif dans genre Vaud, Genève, je pense qu'aujourd'hui la rénovation, c'est quand même. On a un parc immobilier qui est vieux, donc. Et puis c'est complexe la rénovation parce qu'il faut faire, il y a les autorités qui s'en mêlent, il y a surtout dans Vaud, Genève, c'est compliqué quoi, c'est-à-dire qu'on doit faire face à énormément de contraintes légales, mais aussi du service de logement. Après tout d'un coup tu sais pas pourquoi l'immeuble est classé, alors il faut demander le KAE et tout. Je pense que tu pars pas d'une feuille blanche, mais c'est quand même hyper intéressant. Oui. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube hyper intéressante pour l'achat rénovation en vente. Ça s'appelle Never to Small. Et en fait, ils prennent des appartements mais microscopiques. Alors, c'est vraiment pour des petits logements, mais style 20 mètres carrés, 18 mètres carrés, des studios et qui sont complètement pourris. Et ils en font des bijoux hyper optimisés. Vraiment bien. Je vous recommande de jeter un œil. Okay. L'idée, tout ça t'intéresse aussi, ça, non? On avait parlé de ça. Ouais, justement, c'est par là que j'aimerais plutôt commencer. Mais aussi pour des questions financières. Comme tu disais, quand t'as pas non plus, il faudrait commencer quelque part. Et puis là, je suis en train de regarder avec mon épouse pour qu'on commence à mettre de côté pour justement atteindre un certain seuil qui nous permettrait de faire une première acquisition dans ce sens-là. Et puis si tu pars sur un projet de développement vraiment avec un immeuble à raser, à reconstruire, tu sais direct que tu pars pour un projet qui dure 5, 10 ans. Ouais, après il y a aussi ce côté plus rapide. Plus rapide à réaliser sur des plus petits. Et puis il faut pas oublier que tu dois calculer, c'est clair que tu as peut-être sûrement une beaucoup plus grosse marge sur sur le développement. Peut-être, hein. Mais la question du temps, le risque, il est énorme. Tandis que dans la rénovation, tu achètes un appart, tu casses tout, tu refais, 6 mois après, tu revends, tu fais une belle plus-value. Non, c'est la cosmétique, principalement. Donc, t'as tout le bâti existant, donc si après, il faut savoir estimer si le bâti est dans le bon état. Puis la et situation. après, tout ce risque-là, tu l'as pas, donc, ça simplifie quand même la vie, puis de nouveau, la rapidité à laquelle tu peux réaliser l'objet, c'est intéressant. Et je trouve que ça nous aide beaucoup dans nos métiers. Moi, c'est vrai que maintenant, avec toutes les exercices que je fais, je suis amené à avoir beaucoup d'objets. Tu vois aussi beaucoup de problèmes sur le bâti. Toi, en gérance, encore certainement plus que moi. Ouais. Donc, tu as l'œil maintenant. Enfin, moi, je suis arrivé à un point où j'ai l'œil, où tu sais ce qu'il faut regarder, puis où il faut regarder, et puis tu sais te dire, ouais, là, il me dit que tout est bon, mais finalement, il y a quand même des choses qui sont pas tout à fait nettes, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, tu pourras pas voir les défauts cachés, mais il y a quand même des éléments qui te font tilt, puis qui te mettent des warnings, et puis du coup, personnellement, je suis beaucoup plus confiant aujourd'hui de me dire, je me lance dans un achat de quelque chose qui est bien dans son jus pour dire j'investis pour refaire, et peut-être refaire une revente par la suite, ou bien le louer, à savoir, mais en sachant que tu es déjà plus à l'aise sur ce que tu achètes. Puis tu sais aussi les documents qu'il faut demander, que ce soit au gérant ou au propriétaire. Et puis ça, je pense, c'est quelque chose que, là je sors un petit peu du cadre, mais c'est quelque chose qu'il faudrait aussi imaginer. On dit tout le temps, les courtiers t'accompagnent des gens qui veulent vendre, mais on devrait aussi avoir un pan du métier qui devrait accompagner des gens qui cherchent à louer. Puis t'accompagnes des locataires parce qu'il y a des locataires qui sont aussi à voir par rapport à ça. C'est clair. Ah ouais, c'est clair. Donc un accompagnement je sais pas comment on pourrait appeler ça, un accompagnement à la location, puis t'accompagnes les gens, puis tu leur dis, voilà, faut faire attention, là, voilà. Ouais. Aujourd'hui, les locataires sont très bien protégés quand même. Oui, c'est sûr. Pour les pratiquer assez régulièrement. Ou même des choses que le locataire, c'est toujours un peu le principe du droit. Le locataire, c'est la partie faible, donc c'est la partie faible qui est protégée. Donc,
aujourd'hui, en fait, souvent, c'est l'ignorance plus, en fait. La loi, elle est là, mais ils le savent pas, puis ils disent, j'ai pas le choix de faire avec. Mais ça, c'est plutôt aux gens, parce qu'en France, c'est de nouveau, la curiosité, puis de poser des questions, de demander aux gens qui savent, on en revient toujours à la même chose. Ouais, c'est sûr. C'est tout ça. Moi, je pense qu'il y a ce sport-là, puis l'accompagnement des acquéreurs. Nous, on a eu pour une petite anecdote, quelqu'un qui avait acheté, c'était fait déjà quand nous, on a eu le mandat, c'était juste pour évaluer. Il a acheté un truc qui était déjà construit, mais en zone. Donc, c'était en zone agricole, mais c'était déjà construit. Et puis, soi-disant qu'il y avait du droit acquis pour faire de l'habitation, c'est ce que. Mais en fait, le gars avait fait les travaux, sans trop dire. Ce qui est hyper étonnant, c'est que ça a passé au niveau du notaire, mais ça a bloqué au niveau du juge foncier. Ah ouais, okay. Et puis, du coup, le juge foncier a dit non. Et puis, du coup, ils sont venus nous voir, et puis nous, on a analysé le truc, on a dit, ouais, en fait, non, quoi. Donc il n'est pas devenu propriétaire, il n'a pas été inscrit. Du coup, ils ont quand même dit, parce qu'ils avaient déjà versé un certain montant, mais après ils ont dû se retourner contre l'autre personne, ça a fait des... Ah ouais, okay. Ils ont pu récupérer leur vie, mais ils ont perdu un temps de fou, puis les soucis que ça entraîne, quoi. Ouais. Ah ouais, alors là on risque d'en Donc, voilà. Puis après, toi aussi dans le courtage, tu m'as aussi expliqué que des fois il y a des courtiers, surtout dans station, les notions de l'ex-Weber ou de l'ex-scolaire, ça leur passe au-dessus, quoi. Alors que c'est la base, quand tu veux vendre des biens en station, c'est quand même les deux lois qu'il faut quand même donner sur le bout des doigts. C'est clair. Ouais. Et, mais pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Didier, c'est très juste. Honnêtement, alors en faisant quelques opérations d'achat à revente, moi ça m'a, d'un point de vue crédibilité et puis apprentissage, personnellement d'expérience, ça m'a multiplié par 10 ce que je savais. Quoi. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu achètes toi, c'est ton argent, t'es vraiment concerné, tu passes par toutes les étapes et par la rénovation, tu sais exactement combien ça coûte après quelques rénovations, tu sais qu'est-ce que ça coûte, combien de temps ça va prendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, ça c'est pour l'expérience, c'est incroyable. Si on sort un peu du cadre immobilier, on se connaît très bien maintenant. On sait que voilà, on a tous quelques projets en tête à gauche à droite. Je sais que Benoît, il a des idées à peu près tous les jours. Est-ce que vous avez des projets ou des idées qui sont pas forcément liés à l'immobilier ou pas pour la suite, Loris? Ouais, je pense qu'on finira tous un jour par vendre du salami italien. Avec du bon vin, quoi. Non, je plaisante, mais je pense qu'au fond, on est tellement c'est un truc qui nous réunit les quatre au-delà de l'immobilier, c'est la passion pour le monde dans lequel on vit et tout ce qui est dans ce monde, quoi. Et je pense que je suis persuadé qu'on pourra pas faire que de l'immobilier dans la vie et que l'immobilier sera toujours au bout de nos doigts d'une certaine manière. On aura toujours un occasion avec eux. Voilà. Mais je pense je sais pas ce qu'on va faire. Je pense on a 500 idées par jour, on en parle tout le temps. Mais ouais, mais c'est génial parce que on sait aussi tellement de choses grâce à l'immobilier, comment acheter, comment louer des locaux, comment faire tellement de choses que en fait, moi je vous remercie d'être tombé. Et on est tous tombés un peu par hasard là-dedans, mais parce que c'est trop bien, quoi. Ça nous a vraiment apporté tant de choses, quoi. Moi, c'est vrai que le monde l'immobilier, depuis que je suis rentré dans ce milieu-là, ça m'a ouvert, ça m'a permis de regarder des endroits où avant je regardais pas. Ouais. Et ça m'a ouvert les champs des possibilités, parce que c'est un métier, moi j'ai été comptable fiscaliste, c'est des métiers où t'as des possibilités de faire plein de trucs. Mais ça reste quand même, faut pas se mentir, j'aime toujours cet aspect fiscalité. Moi, j'ai adoré conseiller les gens pour la création d'entreprise ou autre, mais faire de la comptabilité à proprement parler, puis faire de la fiscalité, c'est quelque chose que je pense que je vais faire, parce que j'ai bien aimé ce côté-là, puis c'est un côté où des fois tu te dis, bon, c'est carré, il y a des règles, et puis moi, j'aime bien aussi cet aspect-là. Il y a des moments où, moi, je me sens que j'ai besoin de faire des trucs plutôt comme ça, puis où il y a moins besoin d'être out of the box. Créativité. Voilà. Et après, t'as l'expertise où finalement, là, t'as pas 1 plus 1, c'est pas toujours 2. Dans l'expertise, il faut vraiment, chaque objet est différent, puis il faut un petit peu analyser les choses, quoi. Mais du coup, je pense que il y a tous ces éléments que j'ai vécu sur ces 10 dernières années qui vont se mettre un petit peu en place. Puis il y a le côté aussi où j'ai bossé dans le commerce de détail et puis où j'ai appris à apprécier le très haut produit qui va aussi s'intégrer. Donc le côté épicurien, etc. Mais, ouais, aujourd'hui, je crois qu'il faudra savoir se poser puis faire un peu de tri dans toutes ces idées pour. Ouais. C'est clair. L'important, c'est d'avoir l'envie et la passion. Après, si ça doit se faire, ça se concrétisera d'une manière ou d'une autre. Se faire, ça se fera. C'est une belle prochaine d'épicurien, en tout cas.
mes confrères. Benoît, parle-nous un petit peu de ton business du coup. Donc tu l'as lancé en 2015, t'as dit, hein, c'est juste. Ouais. C'était comment un peu le lancement, les débuts, beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu changerais aussi? Pour moi, à la base, c'est particulier parce que c'est pas moi c'est ma femme, Yann, qui est partie en premier, réellement. Okay. Puis avant, on avait un peu 2-3 mandats à côté avec l'accord de notre ancien employeur. C'était des mandats qui rentraient pas dans le cadre de ce qu'il prenait. Donc, on avait pris un peu 2-3 mandats à côté. Puis, il y arrivé un moment où il y a eu des changements à l'interne. Puis, la question s'est posée de dire c'est maintenant ou jamais il faut franchir le pas. On a eu l'opportunité avec un client qui est arrivé. Donc, elle est partie au début en 2015. Toute seule, moi, je donnais un peu des coups de main à côté de mon job principal. Donc, ça fait une longue journée. Quoi. Ouais. Puis, j'avais encore le bachelor en économie en même temps. Donc, c'est le début, en tout cas, le principe d'entrepreneur, c'est qu'il ne faut pas compter ses heures. Ouais, pour commencer, quoi. Puis, donc, elle a développé un peu ça. Puis après, on a pu décrocher un autre gros mandat institutionnel, quoi, donc, de 300 appartements d'un coup. Puis là, moi, je suis parti aussi, j'ai rejoint. Là, on a pris des bureaux, seulement c'était à la maison, c'était dans la cuisine, dans la véranda, il y en avait partout, quoi. On habitait au bureau plus que le bureau était à la maison, pour dire, c'était plutôt l'inverse, quoi. Puis après, je l'ai rejoint, on a pris des bureaux, on a engagé une comptable aussi à 50%. Et là, c'était un peu le gros passage, qui a été aussi très dur, parce que quand tu prends des mandats comme ça, au début, tu as 3 mois, on va dire, de mise en place, parce que tu dois tout mettre en place sur le bureau, tu pars de zéro, tu n'es pas dans une grosse structure où il y a toute une bosse qui est là, donc il n'y a personne qui est pas fait, si tu le fais pas, personne ne le fera pour toi, donc tu dois tout faire de A à Z. Puis il y a toute la mise en place du mandat, tu dois tout saisir ça dans ton système, tu dois tout mettre en place, donc tu as 3 mois de travail avant, puis ensuite, là, en l'occurrence, on est payé en fin de trimestre, donc tu as 6 mois où tu n'es pas payé et que tu dois bosser, quoi. Puis là, c'était 15 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 6 mois, quoi, en fait. Ah. Donc là, tu sais pourquoi. Tu sais passer. Ouais, qu'est-ce que tu changerais si tu devais changer un truc de départ? C'est compliqué parce qu'il y a des choses aujourd'hui, tu dis, on fait forcément plus la même chose, mais parce qu'on n'est plus dans la même phase d'entreprise. Bien sûr. On a un volume qui est plus important, maintenant on est 12, on a quand même un truc on a une équipe, on a qui roule, on a d'autres compétences. Je pense que ce que tu pourrais parler d'avant de jeunesse, c'est des passages obligés de la jeunesse de l'entreprise, un peu. Ouais. C'est-à-dire, c'est que tu peux, en guillemets, pas faire autrement, parce que oui, peut-être maintenant, on va monter un peu dans un horaire pour dire, par exemple, on les a jamais bradés parce qu'on a depuis le début. On veut pas être EasyJet ou tu sais que si t'es pas payé, tu pourras pas faire de la qualité. Donc ça, mais par contre, on s'est rendu compte que c'est quand même un métier qui était complexe et qui se complexifie de plus en plus. On a pu réévaluer avec l'expérience. Il y a des choses qu'on a pu renégocier un petit peu. Puis on voit aussi des choses dans lesquelles tu vas pas. On a des mandats que maintenant on va plus. On sait pour des privés où t'as des privés qui veulent en même temps avoir des régimes, en même temps faire une partie eux. Puis dès que tu es sur des trucs un peu fous comme ça, c'est le début de la fin. Donc, je pense qu'il faut vraiment être clair dans ce que tu fais. Puis il faut pas commencer à faire un peu ce marchand de tapis, de dire tu prends des trucs un peu comme ça, tu dis parce que tu as le besoin de dire j'ai besoin de volume, j'ai besoin de prendre au début, donc oui, on rend service et tout ça. Au bout d'un moment, le mieux c'est d'être clair et d'être dans des trucs vraiment qui sont carrés, quoi. Parce que tout ce qui est fou, ça c'est fait pour tous. Au final, ça fonctionne. Ouais. Donc ça, je pense que je ferais pas la même chose. Mais sinon, je crois qu'on a fait globalement assez. En tout cas, ça tourne bien. C'est juste, ça tourne bien. Mais après, on a pas pris un franc de l'entreprise. On a tout réinvesti. Je veux dire, maintenant, on a 7 ans d'existence. Maintenant, on a remis 80 000 francs d'informatique, de programme informatique l'année passée, quoi. Ouais. Alors qu'on aurait pu continuer avec le programme qui avait 6 ans. Ouais. On a dit, si on veut se maintenir à un niveau, ça, c'est clair qu'au début, il faut vraiment, tu sais, que c'est des sacrifices, puis ça dure un moment. Ouais, ça, c'est le principal conseil, c'est vraiment réinvestir dans l'outil de production, en fait. Tu sais que si tu veux prendre les fruits trop vite, à long terme, c'est pas intelligent comme manière de faire, je pense. Aujourd'hui, le plus dur, c'est plutôt de trouver des personnes ou de trouver du job. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir dire
des personnes. Parce que le job, on a pour 2023, on prend sur le principe, par exemple, plus rien, tu vois. Parce que on a pris on a déjà fini un peu sportivement. Maintenant, on a 70 appartements qu'on met en location à Sion. On a pris des immeubles déjà sur cette année qui rentrent. On a encore d'autres choses qui arrivent par des clients déjà existants. On sait ce qui est normal, on est obligé de prendre. Donc, sur le principe, on ne prend plus rien parce qu'on n'arrive pas, puis on refuse 3 demandes par semaine, quoi, à peu près. Mais parce que, après, les gens comprennent, parce que ça, un truc qu'on n'a pas voulu lâcher, de dire vraiment, nous, on veut faire de la qualité, puis prendre pour faire de la qualité, ça ne service à personne, ni nos clients existants, ni eux, parce qu'ils vont venir chez nous, puis après, ils vont être mal servis. C'est pas intéressant. Donc ça, je pense que c'est le plus important pour une entreprise. C'est long à créer une réputation, mais c'est très rapide à la perdre. Ouais. Et ça, je pense qu'il faut tenir. Puis c'est pas toujours facile, parce qu'on pourrait dire on prend, on s'agrandit, on prend plus, ça fait plus de volume, t'as plus de réseau, puis plus tu prends, on se rend compte de ça aujourd'hui, c'est que plus on prend, plus ça vient, parce que plus tu connais les gens, plus eux, toi tu dis, t'as un copain qui dit j'ai quelqu'un qui, ma PPE ça va pas, tu connais quelqu'un qui peut reprendre, tu vas dire oui, j'ai Benoît qui. Puis sans se rendre compte que plus ça va, plus on prend, et plus tu sers bien les gens, plus eux te ramènent. Donc ça, pour l'entreprise, le réseau est ultra important. Vraiment. D'ailleurs, on fait pas de pub. Non, on n'a jamais fait de pub. C'est on fait la pub, on va dire, par notre travail. Voilà, c'est la qualité de ce qu'on donne. Puis c'est un client satisfait, il fait ta pub. C'est vrai. Et ça, on le vérifie, on le voit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le challenge qu'on a, c'est de maintenir la qualité. Et ça, c'est compliqué parce que tu t'agrandis, tu engages du monde. Chaque engagement, c'est un peu, si tu connais pas la personne, tu as une chance sur 2 que ça aille pas. Puis chaque engagement, en dehors de ça, il peut être super compétent, mais il peut avoir un changement de vie, il peut avoir des choses qui font que du jour au lendemain, tu te retrouves à reprendre sa masse, en fait, parce que tout d'un coup, il peut avoir un passage à la vie, un événement dans la vie qui fait que, et ça, c'est il n'y a personne d'autre qui va prendre la charge de cette personne. Donc ça peut, la partie ressources humaines, gestion, c'est une grosse partie au bout d'un moment du job et du risque aussi de l'entreprise. C'est les aléas de l'entrepreneuriat. Oui. C'est un domaine qui est compliqué et c'est pas facile de parler d'un domaine si compliqué. Et puis en plus, on a un petit défaut en tant que francophone, c'est qu'on va aussi attirer des gens qui viennent de France, de Belgique. Et puis il y a pas, on fait pas du tout le même métier parce que l'immobilier en France ou en Belgique c'est pas du tout le même que nous, donc je pense que c'est difficile ce que tu fais et moi je trouve que tu fais de l'excellent contenu et tu permets à peut-être des jeunes ou des gens qui sont moins intéressés par l'immobilier d'avoir un intérêt là-dessus et de se dire ok, maintenant je me lance ou je fais un truc ou j'essaye et puis ouais. Non, c'est pas évident, on l'a vu pendant les révisions. Non, on a le plaisir à partager nos expériences diverses. Puis, par contre, nous, on est peut-être plus, je sais pas, has-been, on est peut-être moins là-dessus. Moi, je me verrais pas le faire sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment un métier où de nouveau, il y a tout. On en a parlé aussi sur les réseaux sociaux. Des fois que c'est d'ailleurs frustrant parce que quand tu proposes du contenu intéressant, c'est des fois plus compliqué que d'autres qui proposent pas grand chose, on va dire. Ça va être vulgaire. Mais je trouve que c'est un chapeau parce que moi, je saurais pas le faire, je pense. Puis je me rends compte, quand on en parle avec toi, que c'est vraiment un métier, c'est vraiment, ça se fait pas comme ça. Quand tu dis pas, je prends mon attel, puis je vais vous raconter, c'est quand même quelque chose qui est pas évident à faire. Puis je trouve que t'as une curiosité puis une connaissance en plus de ce que tu proposes que, ouais. J'essaie de faire mieux. Chapeau. Et je pense après, en plus, c'est pas évident, comme tu dis, tu touches plein de gens de pays différents, puis qui vont peut-être dire, mais je comprends rien à ce qu'il dit, mais enfin, après ça, je pense aussi aux gens qui regardent de réfléchir, parce que moi, je vois des vidéos de gens en France, que je trouve super intéressant. Après, tu sais qu'il y a des choses qui parlent, en France, en Suisse. Ouais. Puis ça, il faut aussi un peu être intelligent quand on regarde ces vidéos, de savoir prendre ce qu'il y a à prendre, et le reste de pas dire non, c'est pas vrai, oui, c'est pas vrai chez toi, mais c'est vrai.
où tu parles, quoi. Puis toi, tu ne peux pas parler du marché français, c'est pas ton marché, c'est pas ton pays. Non, c'est quoi, exact, et ça, c'est compliqué, je confronte ça quotidiennement. J'ai des mecs qui m'ont écrit, je passe pour un français, honnêtement, un mec qui parle français sur internet, qui parle immobilier, c'est un français forcément. Et du coup, je suis tombé sur des gens qui m'ont vraiment écrit dans les commentaires, mais de quoi tu parles? Ça fait 50 ans qu'il n'y a plus de francs, on parle en euros maintenant, plus en francs. Et puis, vraiment, c'est quand même ouf de dire ça. Mais après, t'arrives assez bien à gérer ça. Tu m'as dit des fois, comme tu répondais, t'arrives assez bien à tourner les phrases, mais il faut rester. Après, c'est aussi une force, moi je trouve, c'est d'arriver à rester calme et puis à gérer aussi ce flux parce que finalement, sur les réseaux sociaux, c'est soit tu as des flux de commentaires positifs, soit des flux de commentaires négatifs, quoi. Tu auras de toute façon les deux. Bon, à ton niveau, je sais bien qu'il y a beaucoup plus de positifs et c'est normal et c'est tant mieux. Mais tu peux pas éviter les gens qui vont, voilà, parce que c'est facile. Finalement, t'es pas face à quelqu'un, tu écris ça, t'es un petit peu caché derrière. Sur je pense que c'est complexe aussi le positif, tu prends toujours, parce que oui, c'est du positif. Oui. Par contre, en négatif, vu que tu as quelqu'un qui se remet quand même pas mal en question, je pense que c'est sur la qualité de ce que tu délivres aux gens. C'est-à-dire, quel est le commentaire négatif, constructif, puis qui est un peu drageux, qui dit moi, ce que je veux dire, t'es nul, merci. Mais voilà, quoi, je veux dire, je pense que c'est pas toujours évident de savoir ce que tu dois prendre, puis ce qu'il faut pas prendre. Je pense que c'est pas forcément évident à gérer. Mais pour dire, nous trois, parce qu'on est quand même 4 dans ce groupe. Ouais, on est quand même 3 avec du même âge, un trentenaire, puis on a Edouard qui est quand même pas simplement plus jeune que nous. Hein, et moi j'ai toujours trouvé, d'ailleurs je te l'ai dit quand on a pris 2-3 fois la voiture ensemble, moi j'ai toujours été impressionné par ton niveau de maturité pour ton âge. On parlait encore de ça nous trois il y a quelques temps, moi je sais pas s'il y a 24-25 ans. Voilà, et puis Edouard, c'est un truc qui est récurrent chez toi depuis toujours. En fait, tu m'as dit, quand on avait changé d'expérience, parce que moi j'étais parti apprendre l'anglais en Angleterre à mes 19 ans, puis toi à peu près au même âge. Et puis, on parlait de ça quand on allait à Lausanne une fois, puis toi, moi je dis, ouais, moi j'ai fait 3 mois là-bas, j'ai fait mon first, mais moi j'ai fait la foire, quoi. J'ai passé mon first, j'ai réussi, j'ai étudié ce qu'il fallait pour passer, c'était bien. Et moi, j'allais dire, j'ai quand même connu des discothèques qui étaient tellement grandes que c'était ahurissant. Enfin, j'ai vécu Londres dans des pubs. Enfin, voilà, j'ai fait la foire avec des gens de plus de 15 pays différents. C'était top, quoi. Et lui, je discute avec lui, puis il me dit, ouais, moi, je m'étais inscrit pour le first. Tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est à ce que je me souviens. Et finalement, je suis arrivé là-bas, j'ai dit non, je fais l'advance. Donc déjà, d'entrée, il arrive pour le first, bam, il s'annonce pour l'advance, puis le gars, en fait, il a bûché quasiment tous les soirs qu'il était là-bas. Peut-être très peu, t'as quand même sorti un peu, mais très peu, quoi. Ouais. Et puis, donc le gars a une mentalité de faire. Et puis je pense que c'est un peu ce qu'il faut pour. C'est pour ça que je pense que je dis pas ça pour commencer des femmes, mais à mon sens, t'es bon dans tout ce que tu fais. Et puis on voit aussi la qualité de ce que tu dis. Hein. J'ai vu 2-3 fois, j'ai pas eu le temps de beaucoup regarder tes vidéos, mais celles que je regarde, des fois je pique un petit peu des bouts quand tu parles aussi des voix, moi ça m'intéresse pas mal. Et puis il y a tout qui est extrêmement pertinent, bien documenté, puis tu vas quand même au bout des choses, de tous les sujets que tu commences à pratiquer, tu vas au bout. Donc on voit qu'il y a une recherche derrière, puis il y a un gros boulot derrière. Puis quand tu me dis que ça prend 90% de ton temps, puis que finalement tu bosses plutôt 150 à 160% sur la semaine, parce que ce 90% là, voilà, il faut tout penser. Donc ouais, moi j'ai beaucoup de respect pour ce que tu es en train de réaliser. Puis au-delà des réseaux, je pense qu'il faut voir aussi, pour les gens qui nous écoutent, il faut voir en Edouard quelqu'un qui est jeune, qui a de l'ambition, mais qui a aussi, franchement, il ose, quoi, il essaye. Si nous, on avait eu ne serait-ce qu'une fois l'idée de se dire, allez, on crée une chaîne YouTube, allez, on l'a jamais fait parce qu'on s'est dit, ouais, non, ça serait ridicule, machin. Moi, j'aurais même pas pensé. Voilà, mais pour te dire que lui, au-delà d'y penser, il se dit, j'essaie, je me mets en route, je fais un truc. Et moi, c'est en ça que j'admire Edouard, d'une certaine manière, c'est que c'est un vrai entrepreneur. Et pour moi, dans le monde, que tu sois dans l'immobilier ou dans n'importe quoi, si tu prends pas de risque, si tu essayes pas, et si tu échoues pas, parce que l'échec est un diplôme, je pense que tu peux pas réussir. Et peu importe le niveau de réussite qu'a Edouard dans l'immobilier comme sur les réseaux, c'est le fruit de son travail. Et moi, je pense que, pour moi, surtout il va décoller. Surtout qu'en Suisse romande, je pense qu'on est quand même pas un petit bassin de population. Moi, je connais pas énormément de chaînes YouTube
qui marche, et puis qui fait du contenu, du contenu qui est intéressant. Ouais, pas de la danse sur TikTok, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est pas la danse, mais c'est pas la photo en train de voir de la piscine. Voilà, c'est ça, là, on parle vraiment d'un domaine où il vulgarise quelque chose quand même de complexe, de compliqué, et puis il le fait bien, et voilà. Moi, franchement, je te dis chapeau, parce que moi, j'aurais jamais fait ça. Enfin, j'aurais jamais eu l'idée, en tout cas. Non, mais, parce que finalement, la vérité, c'est que, mais ça, faut qu'on le garde tous en tête, tous en connaît, c'est que l'échec, c'est pas grave. Non. Ce qui est très grave, c'est de pas faire l'échec parce que t'as pas essayé. C'est pas essayé, ouais. Non, c'est ça, je pense que ça, c'est la meilleure chose. Et ça, c'est un truc, je pense que si on nous avait dit ça à 15 ans, si on avait eu accès à cette information, nous, à 15 ans, qu'on nous avait dit, franchement, essaye, au pire, qu'est-ce que tu risques? Et puis, tu sais, je pense que tu changes complètement. Et il y a qu'à voir les grands entrepreneurs qui sont sur YouTube, et puis bien ailleurs, qui sont des véritables, je sais pas, des gourous, tu les écoutes, tu dis, mais tout ce qu'ils disent c'est vrai, c'est bien. Bah, c'est parce qu'en fait, ils ont essayé, puis ils disent, bah là, je me suis planté, mais c'est trop bien, après j'ai appris ça, puis moi, ça, je trouve génial, quoi. Je pense que c'est notre mentalité, on a peur, et aux États-Unis, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, t'arrives, t'as un CV à rallonge avec plein de diplômes, tu vas dans la Silicon Valley, on va te dire, ok, tu sais faire quoi? Puis d'un autre côté, t'arrives et puis tu te dis, voilà, moi j'ai monté ma boîte, j'ai fait ça, mais bon, maintenant je viens bosser pour vous. On va dire, ok, on va trouver un petit endroit pour toi de notre boîte. Ouais, moi, c'est celui que je me suis planté. Il a essayé quelque chose. C'est reconnu, quoi. Puis ça, je suis convaincu qu'il faut oser. Puis moi, je suis convaincu que si tu es passionné par ce que tu fais, tu peux pas te planter. Tu vas peut-être galérer, tu vas peut-être trébucher, mais au final, tu peux que réussir. Franchement, moi, c'est une certitude parce que il y a tellement de gens dans tous les milieux que moi je vois aujourd'hui qui font des métiers pour faire des métiers mais qui sont pas passionnés. Celui qui est passionné, il va tout de suite délivrer une meilleure qualité, c'est obligé parce qu'il est au bout des choses, puis on voit dans n'importe quel truc, tu vas manger dans un resto, tu vas boire dans un verre, dans un bar, tu vas dire tu vois le service, tu vas chez un coiffeur, tu vas dans une épicerie, si celui qui connaît ce qu'il fait, qui a un service, qui a un service au client, il va réussir, c'est sûr. Parce qu'il y en a plein qui arrivent sans avoir ça. Donc celui qui est passionné et qui ose, il va peut-être galérer parce que le problème, c'est que même si tu veux faire un resto, puis que tu es passionné par la restauration, il y a tout un pan du métier que tu ne sauras pas, que tu vas devoir l'apprendre, que tu vas devoir te tomber, te relever et tout ça, mais au final, tu peux que réussir. Si tu es passionné par ce que tu fais dans n'importe quoi, tu peux que réussir. Ça fait passion, c'est résilience. Ouais. Et je trouve un truc très important, parce que, en plus, que ce soit dans tous les métiers, et dans le monde de l'immobilier, ça arrive quand même assez régulièrement de rencontrer des gens qui sont arrogants. Ils peuvent être très très bons, même excellemment bons, mais il y a pas seulement de gens qui ont une certaine arrogance. Et ça, c'est, à mon sens, vraiment détestable. J'ai beaucoup de peine avec D'ailleurs, je les évite au possible. Et puis, bah, c'est vrai que toi, en tout cas, t'as cette chance, enfin, c'est pas une chance, mais c'est dans ta façon d'être, t'as les connaissances, ou en tout cas, celles que t'as pas, tu t'arranges pour les acquérir, et puis t'es bon dans ce que tu fais, et puis t'as pas d'arrogance. Et puis ça, c'est important, mais c'est important aussi. Nous, on est, en tout cas, il y a personne autour de cette table qui est rentré dans l'arrogance, que je trouve que c'est aussi. L'arrogance, c'est un monde d'intelligence. Ouais. Moi, je pense, vraiment, c'est ça. Je pense que et puis, à part ça, quand tu racontes quelqu'un, même si ce qu'il dit, c'est pas parfaitement juste, etc., mais tu sens qu'il a les étoiles qui brillent, qu'il a le cœur qui bat parce qu'il est passionné par ce que tu dis, t'as envie de prendre ce type et lui dire, c'est bien, continue comme ça, et puis sur ça, peut-être tu peux t'améliorer comme ça. Mais par contre, quand tu vois arriver à un gars qui rentre en grande pompe, puis il est là, puis il étale sa science parce que c'est un petit génie de l'immobilier, et puis il est extrêmement arrogant, il prend tout le monde de haut. Moi, je pense que l'attitude, c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est important pour trouver un travail, c'est important pour trouver des clients. Et moi, je ressens ça dans mon métier de tous les jours. C'est que tu peux avoir n'importe qui au téléphone, il peut avoir 100 millions, un portefeuille immobilier de 100 millions, ou bien il y a une petite maison avec 150 000 francs de crédit dessus. Moi, je traite tout le monde d'égal à égal. On est tous humains, on a tous la même, il faut arrêter de prendre de haut les gens, toutes ces classes, toutes ces choses-là, même liées à l'âge, quoi. Moi, je suis sûr que
qu'il y a plein de commentaires qui disent ah Edouard il est jeune, comment il peut savoir tout ça et tout, mais non, parce qu'il bosse 15 heures par jour pour arriver à ça, et puis je pense qu'aujourd'hui il a peut-être la maturité que certains n'auront jamais en fin de carrière, quoi. C'est la vérité, c'est ça, et ça c'est génial, le fait que tu te dis on s'en fiche de ta date de naissance sur une carte d'identité, ce qu'on vient chercher quand on parle avec quelqu'un. Si tu viens pour l'expertise, tu viens chez Didier, tu veux une valeur et tu veux un conseil de cette valeur. Que le gars, il ait 30 ans ou 45 ans, franchement, pour moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu veux chercher, quoi. Ouais, faut garder l'esprit ouvert parce que tu peux fermer la porte à des rencontres magnifiques en plus. Si tu as un jugement rapide puis après, on parle pas de l'attitude personnelle. Moi, je dis, après, il y a deux intelligences. La capacité intellectuelle, on va dire, puis l'intelligence humaine. Et moi, dans tous les entrepreneurs que je côtoie, ceux qui ont plus réussi et qui ont monté des choses magnifiques, c'est pas forcément les plus grands génies du monde. Par contre, ils ont une intelligence humaine incroyable. C'est qu'ils considèrent tout le monde super bien, puis ils ont construit un réseau, ils ont été toujours en contact avec les gens. Ça, c'est des choses qui sont reconnues. Puis après, ils ont des affaires, des opportunités qui arrivent parce que les gens ont envie de faire quelque chose avec nous. Mais si t'es arrogant et longtemps, il n'y a personne qui a envie de faire quelque chose avec toi. On viendra pour dire qu'est-ce que j'ai à gagner, est-ce que je peux lui prendre. Parce que la vérité, c'est que tu feras rien tout seul. Si tu arrives cet esprit de bonheur, puis que tu arrives à emmener les gens avec toi, puis qu'ils ont le plaisir à être avec toi, puis de travailler avec toi, c'est tout gagné, je pense. Absolument. Le partage, je pense, c'est la clé, quoi. Et dans l'immobilier, franchement, si vous apprenez pas de vos pairs, de vos clients, si vous n'êtes pas en éveil, si vous n'êtes pas une éponge, parce que ce que des petits génies ils feront 3 ans pour apprendre, parce qu'ils sont là comme des fous, ils veulent tout savoir. Ils mettront peut-être 15 ans pour y arriver, parce que tu pourras pas savoir. Tu fais l'immobilier. L'immobilier, c'est un bon exemple. On parle de rénovation, c'est tellement complexe. Mais oui. T'es pas notaire, t'es pas peintre, t'es pas carreleur, t'es pas cuisiniste, t'es pas électro. Par contre, si tu t'es entouré d'une entreprise compétente, avec qui t'es sympa, avec qui t'as créé un partenariat, ta rénovation va être tranquille. Si tu vas dire je vais prendre mon moins cher puis je vais le traiter comme un moins que rien parce que c'est le petit quart d'heure qui me fait mon appartement, tu vas avoir des enlèves partout, puis ta rénovation va être beaucoup plus compliquée. Et en plus, et puis ta marge sera bouffée parce que tu feras des conneries et puis ces conneries, il y a quelqu'un qui doit les payer, et puis souvent c'est toi, quoi. Puis après personne ne veut plus travailler avec toi. Et ça c'est super important. Moi je vois ça dans la gérance parce qu'on travaille avec beaucoup d'entreprises toute l'année. Puis eux ils nous disent des fois, moi ça m'hallucine de dire mais t'as des gérants. T'es gérant, je veux dire, t'es pas Dieu, quoi. Qui te parle comme si t'as moins que rien, on va me dépanner un truc ici. Puis il dit ça, les entreprises que moi je connais, c'est des entrepreneurs qui ont bossé, et types-là, ils ont plus de fortune que le gérant. Ils ont construit un patrimoine immobilier, ils ont une entreprise qui gère avec son entrepreneur, ils ont 20, 30, 40 employés. Puis il dit que t'as l'autre qui vient me parler comme ça. Mais je l'ai pas. Moi, les entrepreneurs, comme on dit, ils ont refusé de travailler plus pour ça. Et je viendrai pas. Alors, moi, je l'appelle le 24 décembre à minuit, j'ai un problème, et j'arrive. Et ça, c'est parce qu'on a créé quelque chose. On a plus que juste de dire, tiens, du travail, tu me fais une facture, je te paye. Et non, c'est plus que ça. C'est que tu as un partenariat. Et c'est ça qui est de nous. Après, tu sors du cadre du truc. C'est qui m'a dit, je sais que tu m'as parlé que t'as mis telle voiture, il y a un truc là que j'ai vu passer. Je sais que le resto, il est super sympa. J'ai vu un appart, je pense que c'est intéressant. Il y a un quoi faire, on peut faire ensemble. C'est comme ça que tu vas pouvoir construire quelque chose Puis ça, mais en tant qu'entrepreneur, c'est le plus important. Franchement. Tu dois savoir ce que tu fais, mais après, c'est le réseau et l'intelligence humaine. Et ça, tu vas le créer avec la curiosité des gens, la curiosité d'apprendre. Et ça, c'est le plus important. Franchement. Ça, c'est une compétence essentielle. Je pense que tu peux pas être entrepreneur et construire quelque chose sans ça. Pour moi, c'est impossible. 100%. Et soigner, franchement, une autre chose, c'est pas parce que tu connais cette personne et puis tu as fait du business avec qu'il faut soigner son réseau. Et entretenir un réseau, je pense que là-dessus, il n'y a aucune formation qui va t'expliquer ça et aucun truc, mais le réseau, il faut s'imaginer, c'est une toile d'araignée, quoi. T'as besoin d'un truc, t'appuies, si tu sais sur quelle corde appuyer, tac, ça vibre, et de l'autre côté, il y a une réponse, quoi. Et ça, tu peux être seul dans n'importe quelle situation. Si t'as un réseau que t'as soigné, que t'as développé, sans avoir une idée de business et tout ça, juste parce que humainement, la personne t'intéresse, un jour, t'as besoin d'un truc, tu peux l'appeler, la personne, elle va tout laisser tomber pour t'aider sur le moment, parce que
c'est fort, c'est humain, c'est plus fort que tout. Et ça, c'est magnifique, franchement. Pour moi, le réseau, c'est la plus belle chose que tu peux avoir, quoi. Et d'ailleurs, on en a parlé avant dans la formation. Finalement, aujourd'hui, on est assis autour de cette table, pas parce qu'on est les 4 experts, mais parce qu'on est des amis, on partage des passions, et puis qu'on a les mêmes valeurs. Qu'on a les mêmes valeurs, et puis qu'on s'influence tous sur plein de trucs, et puis on va aller faire des choses qu'on ferait pas naturellement, parce qu'on est intéressé par ce que l'autre nous raconte, et puis on est là, mais ok, moi j'ai envie de découvrir ce truc, explique-moi, et on est passionné et intéressé, et ça c'est magnifique, franchement. Et aussi parce qu'on aime le bon pinard. Ouais. Le bon vin, ça c'est une partie importante. L'art de la table, c'est la meilleure chose. D'ailleurs, c'est vrai que c'est magnifique, ouais. Il faut. D'ailleurs, dans la chaîne secondaire des doigts, on appellera les épicuriens. Et comment s'appelle déjà notre société des épicures? Même dans le cadre du brevet, on a réussi à nommer, on a fait une société factice pour estimer un immeuble d'un institutionnel, on a réussi à l'appeler Épicure. Et puis comment c'était la bonne fourchette de prix? La bonne fourchette de prix. Ça, c'était génial. C'était vendeur. Ouais, c'était vendeur. C'est vrai. Oui. Bon les gars, merci beaucoup en tout cas pour cet épisode. Après, ça m'a fait énormément plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Qui aurait pu penser à faire un épisode de podcast il y a 2 ans? Pas nous en tout cas, ça c'est sûr, mais en tout cas, franchement, c'était vraiment génial. J'ai adoré. Génial. Merci d'avoir fait vu ça, Edouard. On le refera volontiers dans quelques temps. Et puis, Ouais. Bon appétit.